Nous avons été demandés de parler au sujet de le racisme systémique et la solidarité. Alors, comment créer des networks de solidarité dans notre travail. Alors, je ne sais pas si tout le monde ici connaît l'histoire de Adama Traoré. Il y en a qui savent l'histoire? Il y en a beaucoup. Mais pour ceux qui ne le savent pas, je veux demander à Asa de donner un petit summary, I guess, de ce qui s'est passé avec votre frère l'an passé. Je vais essayer de faire rapide. Déjà, merci à Woodstock de nous avoir invités. On vient de Paris. Donc aujourd'hui, si on est là, c'est que ça va faire 1 an. Nous sommes au mois d'août, le 19 juillet 2016. Mon frère est mort, a été retrouvé mort dans les conditions atroces dans les locaux de la gendarmerie à Persan où nous habitons. Il a été tué le jour de son anniversaire. Donc, je vais faire rapide parce que c'est très long. Il faut savoir qu'en 1 an, dans ma famille, il y a eu 1 mort, 3 frères à moi en prison et des soutiens en prison depuis le décès. On se bat contre les institutions françaises, on se bat contre la justice française, on se bat contre l'État français, on subit un harcèlement, on subit un acharnement, on subit l'humiliation de la part de cet État-là. Donc mon frère, un de mes frères, Bagui, qui est aujourd'hui en prison pour tentative d'assassinat contre ses forces de l'ordre, ce jour-là subissait un contrôle d'identité. Ce contrôle d'identité, quand mon frère Adama passait en vélo, sur ce vélo il était en bermuda, son chapeau, et il passait tout simplement en vélo, et quand il voit ces gendarmes faire subir un contrôle d'identité, il décide de partir. Il décide de partir, pas parce qu'il n'a fait quelque chose de mal, mais parce qu'il décide de fuir cette violence quotidienne qu'ils subissent dans ces quartiers, des contrôles à plus de 5 fois par jour, et il dit qu'il part. Et il va partir sur ce vélo, et l'arrestation va se faire, l'interpellation va se faire en 2 temps. Sur un premier temps, ça sera devant la mairie de chez nous, et Adama va se faire violenter, va se faire frapper. Un inconnu va passer, va s'interposer, et Adama va réussir à partir. La deuxième interpellation va se faire dans un appartement, dans l'appartement où Adama va aller se réfugier d'une personne qu'il connaît. Et dans cet appartement-là, un appartement de moins de 50 mètres carrés, Adama va subir l'une des plus grandes violences. Il va porter le corps de 3 personnes sur lui, le corps de 3 militaires sur lui, le corps de 3 gendarmes lourdement armés qui vont lui faire subir le plaquage ventral. Le plaquage ventral, une technique d'immobilisation mortelle qui est interdite dans plusieurs pays des États-Unis, dans plusieurs pays frontaliers d'Europe, mais qui est toujours praticable en France. Adama va leur dire « je n'arrive plus à respirer ». Ils vont monter sur Adama. Adama avait le ventre contre le sol. Tout ce que je vous dis, ce sont des propos rapportés par les gendarmes. Adama va être traîné dans la voiture, on va le prendre, on va le traîner dans la voiture des gendarmes. Adama va leur dire « je n'arrive plus à respirer ». Ils vont continuer ce jour-là, ils vont avoir un droit de mort sur la vie de mon frère. Ils vont décider que mon frère allait mourir ce jour-là. Adama va uriner sur lui, Adama va piquer de la tête. Le lieu de l'interpellation se fait à peine 200 mètres de l'hôpital. Mais ils vont emmener Adama dans cette gendarmerie. De cette gendarmerie, ils vont le laisser comme un chien amène le sol. Nous allons avoir quelques vérités. Parce qu'il faut savoir que dans le dossier, il va manquer le rapport du pompier et des SAMU. Notre avocat, Maître Bouzrou, va demander à ce que les rapports qui réapparaissent, sinon nous allons porter plainte. Et ces rapports vont nous emmener des belles vérités. Des vérités qui vont dire que quand ils vont arriver dans cette gendarmerie, Adama a été jeté au sol, ventre contre sol, menottes aux mains. Ils vont devoir insister pour qu'on lui enlève les menottes. Ils vont leur dire, enlevez les menottes à ce jeune garçon. Il est en train de mourir. Ces gendarmes ne vont pas vouloir enlever les menottes. Ils vont insister. Ils vont tenter d'aider Adama. La mort va être déclarée à 19h05. Et nous allons avoir plus tard les conversations des pompiers, des gendarmes, des SAMU. Je vais revenir sur ça après. Et il faut savoir que la mort est déclarée à 19h05. Aux alentours de 20h, j'ai un de mes petits frères, Samba, va entendre dire que son frère a fait un malaise. Ils vont se rendre à l'hôpital de Beaumont. Dans cet hôpital de Beaumont, ma mère et mon frère
Ils vont chercher Adama, il n'y a pas d'Adama. Ils vont appeler tous les hôpitaux des alentours, il n'y a pas d'Adama. Et ils vont appeler les pompiers vont les basculer directement vers la gendarmerie. Et là, ils vont dire qu'il se passe quelque chose de suspect. Ils vont se rendre à la gendarmerie aux alentours de 21h. Ma mère va sonner à la gendarmerie. Elle va dire, j'ai entendu dire que mon fils avait fait un malaise. On va dire, madame, votre fils, il va très bien. Mais vous ne pouvez pas le voir parce qu'il est 21h. Elle va dire, est-ce que vous avez appelé un avocat? Ils vont dire, madame, si Adama a besoin d'un avocat, nous appellerons un avocat. Elle va dire quelque chose que seule une maman connaît, les violences policières et gendarmes. Elle va dire, s'il arrive quelque chose à mon fils, je porterai plainte contre vous. Mais l'instinct de l'âme d'une mère va faire qu'elle va rester devant cette gendarmerie. La tension est très palpable. Beaumont est une petite ville de moins de 10 000 habitants. Il y a des allées-venues, des voitures de gendarmes, de pompiers, de SAMU. Et toute la population de Beaumont, la famille, vont venir devant cette gendarmerie et vont demander où est Adama. J'ai un de mes petits frères aux alentours de 23h, Yacouba, qui est aujourd'hui en prison aussi à cause de ça. Il va mettre son pied devant la gendarmerie et il va voir un gradé, il va dire on veut voir Adama. Et là on va dire vous allez pouvoir rentrer, on va faire rentrer ma mère et Adama. Et on va dire si on vous dit quelque chose de mal, est-ce que vous allez mal le prendre? Bien évidemment, ils vont dire non, parce que pas une seule seconde on pense à la mort. Et là, ils vont les faire entrer dans cette gendarmerie et ils vont dire à mon frère, ils n'ont pas le courage de dire à ma mère que Adama est mort. Il faut revenir un peu sur les faits. La mort est officiellement déclarée à 19h05. À 21h, on regarde ma mère droit dans les yeux. On lui dit que son fils est vivant et qu'elle ne pouvait pas le voir. J'ai envie de dire aujourd'hui, si mon frère n'avait pas insisté pour savoir où était Adama, on aurait peut-être retrouvé Adama mort dans un étang, ou caché, ou plus jamais on l'aurait retrouvé. Et là, mon frère va s'énerver, il va commencer à hurler, ma mère va pleurer, ils vont se jeter sur mon frère, ils vont gazer ma mère, ils vont les mettre à la porte. Et là, le combat va commencer pour nous. Ça fait 1 an qu'on fait un combat dur et fort. Ils ont fait de nous, c'est ce que je dis à mes frères, l'État français a déclaré la guerre à la famille Traoré au soutien. L'État français a fait de nous des soldats qui tombent mais qui se relèvent toujours. Si aujourd'hui nous sommes là et que vous êtes là aussi à nous écouter et que vous êtes là aussi à vous battre pour toute cause, vous êtes aussi partis, vous êtes aussi des soldats qu'on a créés, qu'on a formés pour se battre contre toutes ces causes-là. Et nous avons mis 1 jour à pleurer. Moi j'étais en Croatie quand ça s'est passé, j'étais en déplacement professionnel. J'ai pris mon avion le lendemain et j'étais en France le 20. Et déjà, quand on parle du combat Adama, il faut savoir que c'est un combat local, c'est une force locale. Hier, quand on était à Montréal-Nord avec Ustock et que quand ils ont fait cet événement au sein du quartier, c'est ça la force d'un combat, c'est comment s'organiser localement, c'est comment le quartier se lève, c'est comment le quartier prend le combat. Et c'est surtout ne pas dire que d'autres personnes, ces personnes qui viennent allumer le feu dans le quartier, viennent en tout cas dire ce qu'on a à faire. Le combat Adama est une force locale. Si aujourd'hui je suis là, au Canada, à Montréal, la force locale l'a portée nationalement, l'a portée localement, et internationalement. Et ce que vous faites aujourd'hui ici, c'est ça qui va porter. Ce n'est pas le national qui porte les combats de nos quartiers, ce sont nos quartiers qui portent le combat au national, à l'international. Et tout de suite, nous allons mettre un rapport de force avec l'État français. Ils vont dire que mon frère qui est victime va passer pour un criminel. On va dire que mon frère est un délinquant. On va dire que mon frère est un voyou. On va dire que mon frère est un drogué, un alcoolique. On va dire qu'il est mort sous l'emprise de l'alcool. On va dire qu'il est mort sous l'emprise de la drogue. On va dire que mon frère, on va le criminaliser. On va criminaliser la famille. Il faut savoir que c'est des techniques qu'ils utilisent depuis plus de 30 ans. Et c'est ce qui touche directement la famille. Et nous, on va dire non, c'est faux. Et il faut savoir qu'à la première autopsie, 3 jours après, l'État français, la justice, la préfecture de Cergy-Pontoise va nous convoquer, moi et mes frères, et vont dire nous savons que vous êtes des musulmans et que dans la religion musulmane, vous enterrez le corps dans les 3 jours. Nous nous sommes permis de contacter l'aéroport Roissy-Charles de Gaulle et la compagnie Air France. Le corps d'Adama peut partir tout de suite, dès le lendemain, et que toutes les personnes qui sont là et qui n'ont pas de passeport, un passeport leur pourra être remis. Nous allons les regarder droit dans les yeux, nous allons leur dire merci beaucoup, respectez-nous, Adama est aussi français, Adama va peut-être être enterré ici, et nous allons demander tout de suite cette 2e autopsie. Mais il faut savoir que quand ils vont nous convoquer dans cette préfecture,
Ils vont penser qu'ils auront nos parents en face de nous. Parce qu'il faut savoir que nos parents ont une éducation où ils sont assez dociles, ils ont le respect du blanc. Et nos parents auraient peut-être dit merci, merci pour cette faveur. Mais ce jour-là, ils avaient des enfants qui ont grandi dans un État français, qui ont été dans la même école que les autres enfants et qui ont mangé les mêmes plats, qui ont mangé dans la même cour. Et ce droit-là, il fallait qu'ils le respectent. On leur a dit non. Nous allons demander une deuxième autopsie. Mais il faut savoir que l'État français a conscience que face à eux, ils ont des personnes qui ne savent pas utiliser leurs droits correctement. Et moi, j'en fais partie. Et quand la France parle de liberté, égalité, fraternité, c'est strictement faux. La France est un pays antidémocratique. La France est un pays qui ne respecte pas le droit du noir. La France est un pays qui ne respecte pas les personnes issues des quartiers populaires. Et la France, quand elle nous dit nous allons vous donner le corps de Adama, sachant que c'est un droit, que si on le fait, on ne pourra plus avoir de deuxième autopsie. Ils vont nous emmener le corps, ils vont dire on vous donne le corps d'Adama. On va avoir un geste brusque et on va dire non, nous ne voulons pas du corps, nous voulons une deuxième autopsie. Et cette deuxième autopsie va dire, parce qu'il faut savoir qu'ils ont dit qu'Adama était mort de cause cardiaque et d'infection très grave. Cette deuxième autopsie va dire qu'Adama n'est mort d'aucune infection grave, n'est mort d'aucune cause cardiaque, n'avait aucune trace d'alcool, aucune trace de drogue. Il faut savoir que ce sont quand même deux médecins scientifiques. Nous ne parlons pas de cuisine où toi tu veux du sel et pas trop de sel. Nous avons un expert que l'État de Pontoise va dire que mon frère est malade. Et nous, notre expert indépendant va dire que mon frère n'est pas malade. Et là, nous allons demander à ce que le procureur Yves Janier soit dessaisi de l'affaire. Il sera dessaisi de l'affaire. Nous allons demander à ce que l'affaire de mon frère sorte de la juridiction de Pontoise et vienne à Paris. Il faut savoir que nous faisons ça en 2 mois avec notre avocat. Ça sera 2 mois très intenses, très, très forts, où nous n'allons pas dormir. Les journaux vont beaucoup parler des violences urbaines qu'il y a eu. Mais il faut dire que quand les médias nous disent que pensez-vous des voitures qui brûlent, j'ai envie de leur dire, mais c'est la première des violences, c'est celle que mon frère a subie. Là, on me fait signe pour me dire que je dois arrêter. Effectivement, c'est très 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 long. Et je vais passer la plainte que moi j'ai eue de la mère de Beaumont, mes frères qui sont en prison. Aujourd'hui, on se bat pour mes frères qui sont en prison pour tentatives d'assassinat. Il faut savoir que Bagui, qui est en prison pour tentatives d'assassinat, c'est le témoin principal dans la mort de Adama. C'est un témoin qu'on veut discréditer, c'est un témoin qu'on veut affaiblir, c'est un témoin qu'on veut couper, en tout cas, de l'affaire Adama. Et nous avons écrit un livre, ce livre qui raconte toute l'histoire d'Adama, qui s'appelle Lettre à Adama. C'est un livre qu'on va raconter à mon frère, l'histoire qu'on a pour lui. C'est un livre où on raconte la famille de mon frère. Mon frère, il avait des frères, des sœurs. C'est un livre où on raconte comment l'État français a construit tout ça autour de ces jeunes garçons noirs ici des quartiers populaires. Et c'est un livre aussi qu'on écrit pour dire, bon bah, c'est parce qu'il faut générer de l'économie. L'économie financière est très importante dans ces combats. L'État français va payer tout pour les gendarmes et les policiers. Nous n'avons pas un rond, nous n'avons pas un centime. Donc ce livre, toute personne achetant ce livre va contribuer, en tout cas, à l'aide judiciaire pour qu'on puisse continuer dans le combat. Et en fait, notre voix va porter, je vais finir comme ça, notre voix va porter parce que le mois de juillet, nous avons, à Paris, nous avons eu 3 juges qui vont nommer 2 experts indépendants. Et ces experts indépendants vont confirmer ce que la famille Traoré, les soutiens Traoré vont dire, que Adama n'est pas mort de cause cardiaque, que Adama n'est pas mort d'infection très grave. Donc c'était une victoire pour nous, une victoire parce que nous allons pouvoir avancer dans le combat. Et en septembre, nous allons demander la mise en examen de ces gendarmes, afin que les gendarmes soient condamnés à la hauteur de leurs crimes. Merci. Alors, j'ai beaucoup entendu parler de toi, mais j'aimerais que tu nous racontes, en tout cas, bon, j'ai fait plusieurs questions, mais on va essayer de faire court. Donc, comme on vient de la France, et j'aimerais que tu nous parles du point de vue, de la différence... Ah, pardon. Donc le Canada ressemble à une terre d'accueil où la différence raciale notamment n'est pas un problème. Et nous, du point de vue extérieur, on a l'impression que le Canada est un beau pays, un pays où il n'y a pas de racisme, est un pays où on a tous envie de venir. Mais on aimerait en tout cas aujourd'hui, si on est ici, c'est qu'il y a un réel problème. Et que toi, de ton point de vue, que tu nous en parles, plus particulièrement à Toronto, aussi de l'harcèlement des jeunes noirs issus des quartiers populaires,
la situation au Canada, puis l'impression que la réalité est admise, et aussi de nous parler de la pratique du carding qu'on ne connaît pas nous en France. Merci. Premièrement, je veux dire, je veux vous remercier pour nous donner ce témoignage. J'espère que tout le monde va acheter ce livre si c'est possible pour vous de l'acheter aujourd'hui. And I'm so sorry about the way that your brother and your entire family have been treated by the state of France. Because many of us can relate. None of us have been through your experience. But on comprend, like, même si les expériences ne sont pas les mêmes, comme gens noirs, on comprend, on voit, ça fait partie de notre histoire commune. Je suis en train d'écrire un livre maintenant moi-même au sujet de racisme contre les Noirs en Canada, au sujet de white supremacy en Canada. Mon travail au sujet de ces choses a commencé, like it started like for real, ça fait comme 2014 parce que ça fait, it was last week actually, the 3-year anniversary of the killing of Mike Brown in Ferguson, Missouri by a police officer named Darren Wilson. Puis moi je suis allé à Ferguson pour faire mon travail comme journaliste et pour to bring this story back to Canada, essentially, to tell Canadians who were hearing so much about Mike Brown what was really going on in Ferguson. Puis quand je suis allé, quelque chose est passé qui m'a étonné parce que à Ferguson, il y avait des manifestations comme pour des mois. Mais après que on n'a pas chargé like Darren Wilson avec la meurtre de Mike Brown, il y avait encore plus de manifestations, mais pas seulement à Ferguson, mais like autour du monde. Alors, quelque chose qui est passé, c'est que j'ai vu au télé un soir qu'il y avait des manifestations en Atlanta et Los Angeles, il y avait des manifestations à Paris, il y avait des manifestations par tout le monde. Mais aussi, il y avait une manifestation de comme 3000 gens à Toronto pour Mike Brown, mais aussi pour parler du sujet de la violence, like police brutality, à Toronto et autour de Toronto et en Canada. Alors, I'll say this part in English. I was so stunned to be in another country, covering an issue for my country and telling them, here's what's happening in America. But meanwhile, there's thousands of people in the streets of Toronto who are protesting for Mike Brown, but who are also talking about anti-black racism in Canada, who are also talking about anti-black racism in Toronto. Et c'est à ce moment que j'ai réalisé que c'était plus important pour moi de retourner chez moi pour partager nos histoires comme gens noirs à Toronto et autour du Canada, que c'était important pour to document Mike Brown's story, pour partager l'histoire de Mike Brown, mais c'était plus important pour moi de partager nos histoires locales. Alors, pour les dernières 3 années, ça c'est ce que je fais. Je partage nos histoires, pas seulement à Toronto, mais autour du Canada. Et j'étais ici en juillet, après que la police, le SPVM, a tué Pierre Coriolan, un homme de 58 ans, dans son propre appartement, après qu'il avait
he was in a mental health crisis. Et la police sont venus, ils l'ont tué comme ça fait juste like 1-2 minutes. Alors je suis venu ici parce que ces histoires prennent place autour du Canada. N'importe où les gens noirs vivent, on voit cette manière de violence par la police. Puis je suis en train d'écrire un livre maintenant à ce sujet. Je veux parler plus de carding, mais there's not enough time. Je vais seulement dire que l'événement qui a passé à Dama, c'est commencé avec une rencontre avec la police qui n'était pas nécessaire. Alors quand on parle de carding, c'est ça qu'on parle. We're talking about interactions between civilians and the police that never needed to happen in the first place. So, c'est ça le lien. C'est comme les polices sont dans nos vies, même si on n'est pas en train de faire quelque chose de criminel, sont dans notre vie, même si il n'y a pas de raison. Alors, ce que j'essaie de faire, c'est de faire plus visible ces histoires chez nous, autour du Canada. I'll stop there. I'm very happy to be, firstly I should say this, excusez-moi, je ne parle français. I'm very happy to be here for two reasons specifically. One reason is that as was mentioned in my bio, I grew up in an inner city community in Toronto, in a place called Scarborough, and I've been doing a lot of research and having great conversations with Will about this community, and I can see a lot of parallels which exist both in terms of challenges and resilience, and so it's a really wonderful opportunity for me to be here today. Another reason that I'm really happy to be here today is because the organizers thought that it was a good idea for us to ask each other questions. And generally speaking, when I'm on panels, we tend to provide answers. And I think that stepping back a bit and asking questions in the quest for social justice, equity, I work in urban planning and justice, but whatever the discipline, I think that's so important, because I think that there's a kind of privilege and unhealthy entitlement that some people really occupy and embody when they become the people who always provide the answers. And sometimes they end up being oppressive to the very people they're advocating for. So thank you so much for giving the opportunity to ask questions today. So my question for you is, because I work in planning and I look at issues of housing, safe and dignified housing, also beautiful housing. Why can't poor people have beautiful housing as well? I want to ask you, when I work in housing, it's not just obviously about bricks and mortar and shelter, it's about a sense of home. And many of us who live here are still struggling to find or feel an authentic sense of home. So I wanted to ask you how you are creating a sense of home as you're doing this work in this place. Je vais avoir un décalage parce que je suis né en anglais. Je le préviens. La question, on peut la répéter? So oftentimes displaced peoples have a real, although we live here, we really struggle to find a sense of home and to experience an authentic sense of home. So how do you do that in your work as you're doing it on this land? Comment je fais? Je vais parler de mon expérience perso. Ça a été précisé, donc ça fait 8 ans, par exemple, pour mon cas, ça fait 8 ans que j'ai déposé une demande de logement. Et moi, mon dossier, par exemple, est bloqué parce que je suis quelqu'un de très engagé.
Donc le fait de faire de la politique, j'attends quelqu'un. Donc le fait d'être engagé politiquement, dans ma ville par exemple, je fais partie de ces nombreuses personnes qui galèrent pour avoir un logement, parce que c'est un droit pour tous, et du fait que je sois engagé politiquement, les élus de ma ville, par exemple, moi, m'empêchent d'accéder à un logement. Donc je suis encore chez mes parents, dans un contexte général, je vais donner comme exemple ma ville, Fresnes, donc c'est dans le Val-de-Marne, sud de Paris. Vous avez tous les vendredis, bon, le maire qui occupait son poste, qui est devenu député, ne l'est plus, mais à son époque, tous les vendredis, après-midi, les gens faisaient en quelque sorte la queue devant la mairie pour obtenir un rendez-vous avec le maire de la ville. Sachant que dans son équipe municipale, il y avait une élue chargée au logement, qui elle était censée régler ses affaires. Mais malheureusement, comme il y a encore aujourd'hui en France de nombreux élus qui font usage du clientélisme. C'est-à-dire, si vous voulez un logement, il va falloir voter pour moi ou soutenir mon projet politique sur la ville. Il va falloir me publiciter et ainsi de suite. Mais vous avez des personnes qui ne veulent pas se retrouver embrigadées dans ce genre de consensus malhonnête. Et pour le bien-être de ces gens-là, je le vois bien, ce sont des gens qui sont face à une situation où ils aimeraient pouvoir accéder à un nouveau logement. Tout en sachant qu'on observe depuis un certain nombre d'années un bétonnage massif. Et quand je parle de bétonnage massif, c'est qu'il y a de nouvelles constructions. Et pour les habitants des quartiers populaires, quand on veut être épanoui, quand on veut apporter un nouvel environnement à ses enfants, à sa famille, ben, on aimerait pouvoir accéder à un nouveau logement ou à un logement plus grand. Et la difficulté, c'est que le problème est encore politique pour accéder à un nouvel environnement ou à un logement plus grand. Et le statut que vous occupez m'interpelle aussi, puisque je sais qu'en France, on a ce fameux phénomène de ghettoisation. C'est-à-dire qu'on a ce qu'on appelle les quartiers populaires, où on va tasser toutes les populations non blanches dans les mêmes zones. Et ça, bien avant ma naissance, cette méthode-là est appliquée dans les quartiers populaires français. Et aujourd'hui, quand on regarde et quand on écoute les politiques ou certains médias, on a l'impression que ces quartiers-là sont des zones de non-droit, des zones de guerre, où il est interdit à tout citoyen de se promener à proximité. Parce qu'il y règne une certaine violence, une certaine réalité de vie, un certain contexte social. Mais quand on gratte un petit peu plus loin, ces situations-là, ce ne sont pas les gens qui l'ont créé. Ce sont des... En fait, on nous a cloisonnés dans des prisons sociales. Et dans les projets d'urbanisation actuels, on a besoin d'architectes et de gens, des professionnels dans le domaine, capables d'élaborer des espaces de vie qui nous permettraient d'éviter effectivement les effets néfastes du quotidien des habitants du quartier populaire. Donc, ma réponse, va être celle d'une personne qui est confrontée à une certaine réalité sur le plan de l'urbanisme. Et la dernière précision, je sais que l'urbanisation massive actuelle en France est en cohésion avec la répression sociale qu'on nous impose encore aujourd'hui. C'est-à-dire qu'il crée plus d'espace, plus d'ouverture pour permettre aux forces de l'ordre d'intervenir à tout moment en cas de révolte populaire. Ma question, pour rester dans le thème, dans le cadre de
de votre travail, de votre métier. Est-ce que on vous impose comment dirais-je, la même stratégie qu'on nous impose en France, c'est-à-dire faire croire que vous allez créer un nouvel espace de vie à une certaine partie de la population, alors qu'en réalité, ce ne sont que des pansements qu'on pose sur des morceaux de bois ou des morceaux de briques. C'est-à-dire que le fameux dicton qui dit que aujourd'hui on veut nous faire croire qu'on rénove et qu'on apporte une certaine amélioration dans les conditions de vie des habitants de quartiers populaires, alors qu'en réalité ce sont que des pansements, des coups de peinture pour cacher la misère. I'm really struck that I'm sitting across from someone from France because the social housing model in Canada was actually taken from France and a Frenchman, a colonizer named Le Corbusier. And so what we did here in Canada and also in the US is that there was a model of social housing, the high-rise, the tower in the park, and we brought it here to Canada. And so we are using the exact same model that you're talking about. I grew up in a high-rise that is influenced by French design. And in the community where I grew up, the high-rise is at the very end of the street. There is a basketball court, and it's underground, and there's a cage all around it. And so in my community, when young black men would play basketball, they would say that they were playing in the prison or in the cage. And then naturally, a lot of those young black men went on to go to prison and to go in spaces where they were caged in. And that felt familiar to them because they were socialized in my community in that way. Also, in the community where I grew up, the design, and I talk about this in a book that I recently co-edited, and I talk about how the design of the community actually contributed to an underage sex trade that emerged in the community. The building was very wide and it blocked the park out back and all of the common spaces. And a pimp moved into our community from a more affluent neighborhood, and a sex trade emerged on the 4th floor of the building because oftentimes men prey on poor women living in social housing, knowing that they have multiple vulnerabilities. And so this sex trade was permitted to happen in my community, and it resulted in the murder of my friend's older sister. And so when I was 12 when that happened. And so when you talk about, this is like a form of, it is a blueprint for social, continued social and structural colonization, and we do it through design. And that is one of the reasons that I have chosen a field that directly deals with the physical space and design. Because we use design and physical space, or the lack of physical space, to oppress people. So yes. Well, I'm just going to try and jump back in. Heavy heart today, just to get started. You know, the project of European settler colonialism is an ongoing project, as I think we all know. And in the United States, you know, where I reside and where I'm subject to, there's some major transformation that's going on right now as we speak. There's a major incident that's going on in Charlottesville, Virginia. I don't know if you all are following it. And it appears several people have been killed by some white supremacists today. I've been on the phone and texting with comrades there about that. And
I think it's important for us to see what's going on there as a continuation of this project. And this whole right-wing advance is a critical part of that. And I think it speaks directly, at least to the question that I have for Viviane. And in the United States, you know, we've heard a little bit over the years about thousands of indigenous women, First Nation women, who, you know, are abused in the sex trade and also just disappeared. And there's been, you know, as far as we can tell, little outcry or organizing, at least by the federal government, to address this issue. So I just would like to understand, in part for my own critical education, you know, what are indigenous women themselves doing at this moment to kind of counter this epidemic and the broader community, and what type of solidarity from the larger Canadian community and social movement you know, are women, Canadian indigenous women, receiving at this moment? Évidemment, je me permets toujours, avant de répondre à votre fameuse grande question, je me permets toujours de remercier le créateur de nous avoir choisis pour être ici présents. Et aussi, c'est important pour nous, les Premières Nations, justement, de souligner. Est-ce que ça va avec la traduction? Je peux parler en anglais? I speak English. Speak what's most comfortable. C'est important pour nous, les Premières Nations, de remercier la nation Mohawk de nous accueillir dans son vaste territoire non cédé. Grande question, les femmes autochtones disparues assassinées. Une question, un enjeu quand même majeur. Et tout ça est interrelié aussi à la discrimination et aux formes raciales que l'on vit. Je pense que le peuple noir et le peuple Première Nation vivent des choses similaires quand on parle de racisme, etc. Et on est des peuples qui, au regard de l'État, ne vaut même pas la peine. Quand on parle d'établir, de mettre en branle la justice, quand on parle aussi de défendre les simples citoyens. Donc on n'a comme aucune importance parce qu'on nous voit comme des minorités. Bon, moi je ne me vois pas comme une minorité, je me vois comme une humaine, mais la société en général a tendance à catégoriser des choses, à mettre des noms. La question des femmes autochtones disparues assassinées est une grande question, un enjeu quand même primordial pour Femmes autochtones du Québec. On est une organisation qui travaille régionalement, nationalement et internationalement. Quand on parle de réseaux sociaux aussi, donc c'est important de se servir justement de réveiller les consciences, d'éduquer les gens, de conscientiser les gens et d'avoir une approche de collaboration, de partenariat. Donc, je pense qu'on est dans Woodstock, moi, m'interpelle personnellement, m'interpelle parce qu'on vit les mêmes choses aussi en termes de discrimination et de racisme. Et ce que nos femmes vivent, c'est de la violence, oui, évidemment c'est de la violence, mais c'est de la violence gratuite. Il y a une porte qui est ouverte pour qu'on puisse prendre, pour qu'on puisse prendre justement nos femmes, la vie de nos femmes, parce que la justice ne s'applique pas pour les femmes autochtones. Donc, qu'est-ce qu'on fait, nous, en Femmes autochtones du Québec? On travaille avec plusieurs organisations, dont justement Woodstock. On s'implique le peu qu'on peut faire, donner de l'information. On en prend fort, hein? Donner l'information et donner le truc à mademoiselle. Mais laissez-moi le micro, s'il vous plaît. Oui. C'est important de faire de l'éducation. C'est important de faire comprendre aux gens qui nous sommes. Qu'est-ce qu'on est devenu par rapport justement aux formes coloniales qui ont été exercées par rapport à notre peuple. Le but justement qui a été exercé, soit l'extermination ou l'extinction de notre existence. L'existence, autant ça touche vos peuples, autant ça touche notre peuple.
On nous a mis vraiment à l'écart. 1 minute encore avec tout ce qui se passe, voyons. Donc, le réseau régional, national et international, aussi nos communautés, nous-mêmes, l'importance d'éduquer nos propres gens, d'informer, de conscientiser aussi qu'il y a des enjeux très très grands. Prendre notre place, prendre des espaces, ça fait partie des exercices qu'on doit faire. Et lorsqu'on dit internationalement, nous, on travaille avec les femmes des Amériques qui vivent les mêmes situations en termes de violence, d'existence. Et ce qu'on fait, on fait un travail collectif pour ensuite amener les enjeux aux Nations Unies, parce que c'est vraiment un bel endroit pour dénoncer ce que l'État est en train d'exercer sur nos problématiques. Ma minute est passée. I'm gonna need someone to translate for me. I understood about 75% of what she said, but so I want to. No, it wasn't working. So if somebody could just repeat the question, I'll be fine. I know I'm saying when she does. Donc je recommence mon 5 minutes. Est-ce que tout a manqué mon speech? Oh my God. Je vais juste traduire. Est-ce que tu veux un micro? Non, pas si. Je vais juste traduire dans son oreille. OK. Pour ma question? Est-ce que vous avez une question pour M. Évidemment, puisqu'on vit les mêmes situations. Moi, avec justement l'élection de ce nouveau président, donc c'est sûr qu'on vit, vous vivez pas mal de pression à quelque part. Quelles sont les actions ou quelles sont justement les approches que vous avez à l'intérieur des États-Unis et qui peut aussi relier une partie du Canada, parce qu'il ne faut pas oublier quand même qu'il y a des peuples, vos peuples, un peu partout, hors des États-Unis. Voilà. Est-ce que c'est une bonne question? Je pense que oui. I'm going to translate for her. Okay. Oui. Well, that's a hard question, to be honest. You know, despite economically and politically how integrated the United States and Canada are, the social movements between the left and progressive social movements in Canada and the United States are actually not that strong. I think there have been, at least over the last 10 years, a kind of regeneration of context between the different movements. I Don't Know More, and now most recently the movement for Black Lives, that there, are definitely more contact is being made between the two borders. But in the main, outside of a few campaigns, particularly I can think of around, the petrochemical industry, in the broad sense, there's very little coordination between our movements in Canada and the United States. There needs to be more. And I think, what I Don't Know More and Standing Rock brought together is an example of what we can do and what we should do. And I think the beginnings of what at least I'm seeing is occurring within the larger movement for Black Lives is also a point of contact. But how do we become much more intentional about relating to each other and developing strategies that actually take on US and Canadian imperialism? Like, we have to dig, I think, a lot deeper in order to be able to take that on. And I think there's at least speaking for the Black community, and a lot of I can only speak for the US side, Canada doesn't even register on a lot of people's
in our movement doesn't even register in a lot of people's thought about a point of connection or a point of international solidarity and reference. Right? It's almost like it either doesn't exist or it's like the 54th state or something like that. Like it's just a junior United States, and sometimes we'll think about it. But I think that's, at least speaking from the U.S. point of reference, is something I've been pointing about, that is a real misconception of Canada's role in the international arena. And Canada plays a very important role as an anchor within the Western quote-unquote alliance. And anybody living in Haiti or living in Africa could tell you, the role that Canadian companies play in extracting resources and oppressing people. And we have to be very clear about that and break that down to our folks. So I think the critical question would be to everybody, how do we deepen the dialogues between our social movements, on each side of the border? And then there's still the question of, even within Canada and even within the United States, there's gaps, between, say, the Black community and the indigenous communities. And I'm sure that gap also exists here. And we have to figure out how to deal with building real communication, solidarity, mutual aid, mutual support between our movements, both inside, these settler colonial states that we live in, but then also around these artificial borders that they've created. Pour continuer sur le combat que nous menons, tout à l'heure j'ai oublié de le préciser, nous avons le mois dernier les Nations Unies qui ont demandé des comptes à la France sur l'affaire et le cas Adama Traoré. Il faut savoir que si nous demandons justice et vérité pour le combat pour mon frère, c'est pas juste avoir une simple justice et gagner le procès et rentrer chez nous, mais c'est aussi dénoncer ce qui est le système français, ce que l'État français a construit autour de ces jeunes issus de quartiers populaires. Si mon frère il est mort, mon frère est mort de ce que la société a construit. Les forces de l'ordre ne se sont pas levées un beau matin en disant on va aller tuer Adama Traoré, on va aller humilier un tel, on va aller faire du mal à telle et telle personne. Mais c'est ce que l'État a construit autour d'eux depuis leur plus jeune âge. Il faut savoir que les garçons issus de l'immigration, les garçons noirs, les garçons qui ont la mauvaise couleur depuis leur plus jeune âge, depuis leur scolarité, sont pointés du doigt aussi sur le niveau professionnel, et ils sont enfermés dans ces quartiers où on les voit pas comme des personnes pouvant participer à la construction de l'État, pouvoir participer à la construction de cette France, alors que ce pays, cet État-là, cette société-là leur appartient. Et quand ces forces de l'ordre vont venir dans nos quartiers, ils vont les voir comme des personnes, pas comme des personnes qui seront déshumanisées à leurs yeux. Ce seront des personnes qui vont les voir qu'il faut juste tabasser, humilier, frapper et malheureusement tuer. Mon frère est mort de ce que l'État a construit. C'est-à-dire qu'en voulant justice et vérité, il faut renverser ce que la société a créé. On va remonter très loin, on va aller au temps de l'esclavage, sur la colonisation, et qui s'est renversé sur ces jeunes issus de quartier. Nous, on a envie de leur dire que ces jeunes issus de quartier, ils ont un cœur, ils savent penser, ils ont le droit de participer à la l'élaboration, à la construction de cette société, qu'ils ont le droit de penser, le droit à la liberté de rêver, et ne pas les voir comme des personnes qu'il faut juste tuer. Ils sont déshumanisés aux yeux de l'État, ils sont déshumanisés, on les voit même plus comme des personnes, on les voit comme des personnes qu'il faut juste humilier et tuer. Adama Traoré et toutes les autres personnes ont participé à ça. Ça fait plus de 30 ans. Malheureusement, Adama n'est pas le premier. L'État a construit ça autour de ces jeunes garçons qu'on ne voit même plus. Ils ne sont même plus vus à travers le monde, à travers nos quartiers. Ils sont vus comme des petites personnes. Il n'y a pas longtemps, j'ai fait une interview le 8 mars sur la journée de la femme. On m'a dit « Assa, que penses-tu de cette journée ?» J'ai dit c'est une belle journée, c'est une journée où des personnes se sont battues pour que je puisse avoir des droits, jouir de ces droits en tant que femme noire. Mais à côté de quels hommes? Je me bats pour quels hommes? On se bat, on fait une journée pour quels hommes? Pas pour les hommes issus de nos quartiers. Parce que ces hommes issus des quartiers n'ont même pas droit à la parole, n'ont même pas droit à participer à la construction. J'ai envie de leur dire, on va leur donner une journée à ces jeunes issus des garçons et leur dire, ils sont là, regardez-les, ils peuvent y participer. Ce sont des humains, ils ont un cœur, ils ont des familles, ils ont des enfants, ils ont des parents, ils ont le droit de circuler librement, ils ont le droit de rêver, ils ont le droit de vivre.
Et le droit qu'on leur a donné aujourd'hui, c'est le droit de les tuer, de regarder comme des bêtes sauvages, comme des personnes qu'il faut contrôler quotidiennement. Mon frère a fait les frais de tout ça. Donc le combat va être mené seulement si on arrive à renverser tout ça, à renverser ce système-là, et de dire à l'État français, à la société française, que c'est fini. Ces jeunes garçons-là, ils font partie de cette société-là. Il faut arrêter de les tuer, de les violenter, comme ils le font. Donc le combat à Adama Traoré sera battu qu'à travers ça. Et aussi, on me dit aux garçons, quand on écrit ce livre, parce que moi, je ne me fais pas tuer dans ces quartiers populaires. Vous savez, autour des filles, il y a un exotisme qui est créé autour de la femme noire, autour des femmes de couleur. Il y a cet exotique, ce fantasme que les Blancs ont autour de nous. Donc nous, on ne se fait pas tuer, on est vus comme des belles choses qui sourient, mais ces garçons-là sont vus au contraire comme des mauvaises choses qu'on ne veut pas voir sur notre chemin. On a envie de leur dire non. Et quand on écrit le livre Lettre à Adama, il faut dire qu'il faut connaître son histoire. Quand on connaît son histoire, on marche la tête haute dans la rue, on dit moi je viens de là, moi je suis un tel, et tu ne peux pas me dire d'où je viens et qui je suis. Donc quand on écrit ce livre, c'est pas simplement écrire un livre, c'est simplement de dire connaissez votre histoire, ne laissez pas les autres raconter votre histoire, ne laissez pas les autres écrire votre histoire. Votre histoire, c'est à vous de la construire, c'est à vous d'aller la chercher et c'est à vous de l'écrire. Donc à travers le combat de Adama, c'est tout ça qu'on défend et malheureusement, depuis des années, c'est pas juste gagner un procès, c'est pas juste gagner à la justice, c'est pas juste enfermer ces forces de l'ordre, mais renverser tout ce que la société et le système a construit autour de ces garçons issus des quartiers populaires, autour de ces quartiers, autour de ces noirs depuis des décennies. Voilà. Pour rebondir tout de suite sur ce que Hassan vient de dire, je fais partie, je représente ces fameux jeunes des quartiers populaires sujets au contrôle abusif, sujets aux agressions d'un système. On parle, tout à l'heure ça a été souligné, on nous a parlé de racisme systémique. Je vais faire une courte présentation de mon parcours. J'ai grandi dans le quartier populaire, donc avec tout ce qui en suit. Mes parents et des anciens du quartier m'ont accompagné dans mon parcours perso et ont pu me permettre d'éviter les obstacles quand on vit dans un quartier populaire. C'est-à-dire je ne suis pas devenu dealer de drogue, je n'ai pas fini dans le grand banditisme, même s'il y avait par moments des tentations. Mais j'ai continué à suivre mon parcours de jeune noir, français, d'origine malienne. Mon cursus professionnel, j'ai fini par passer par la voie professionnelle, puisque en France, quand on est issu d'un quartier populaire, et quand on n'a pas la bonne couleur, on a tendance à vous désorienter sur le plan professionnel. J'aurais voulu être avocat, j'aurais bien voulu être physicien, j'aurais bien voulu être médecin, ou un beau statut dont on aimerait quand on est gamin. Et j'ai suivi mon cursus professionnel. Normalement, j'étais jusqu'à un BTS, donc j'ai fini par bosser dans l'aéronautique comme opérateur-programmeur sur commande numérique. D'ailleurs, je le signalais tout à l'heure, j'ai failli être canadien, puisqu'il y a 15-16 ans, j'avais l'opportunité de venir travailler ici. Après, c'est pas que je le regrette, mais je pense que j'aurais mené le combat avec vous aussi aujourd'hui à travers Woodstock, puisque on a beau être au Canada, je pense qu'il y a certaines réalités qui se retrouvent, il y a des similitudes, et le point commun, on le connaît. On le connaît, le point commun. Et en France, le combat que je mène, il a fallu que je passe par différents parcours, par différents... tomber face à des obstacles qui ont fait qu'aujourd'hui je milite contre les injustices et les inégalités. Et c'est vrai qu'au début, j'étais focalisé sur effectivement ce qui me touche moi directement, la négrophobie et l'islamophobie, puisque je suis musulman. Mais quand on continue à se rendre compte, à travers les différents quartiers, à faire les différentes rencontres, qu'effectivement on n'est pas les seuls discriminés, on n'est pas les seuls à subir
un racisme systémique. Je me dis, les prédécesseurs ont tenté des choses. Effectivement, dans mes références, que ce soit du côté des États-Unis, que sur le continent africain, je vais citer Malcolm X d'un côté, je vais citer Thomas Sankara de l'autre. Ce sont des personnes qui ont contribué à ma construction. Et je n'hésite pas à le dire, je suis un produit raté de la France. Parce que la France aurait aimé me voir épouser le drapeau, chanter la Marseillaise. Ce qui n'arrivera jamais d'ailleurs. Mais, en tant que citoyen français, j'ai aussi une responsabilité. C'est quand j'étais ado, les anciens du quartier m'ont permis de voir autre chose que mon quartier. Et aujourd'hui, en tant qu'éducateur spécialisé, l'un de mes principaux objectifs, c'est de casser les frontières. Et casser les frontières, c'est, voilà, je suis du département du Val-de-Marne, 94. Aujourd'hui, je peux me déplacer où je veux sans forcément prouver à qui que ce soit, je suis du 93, du 78 ou autre. Si je me retrouve à mener le combat avec la famille Traoré, c'est pas pour rien. C'est parce qu'au fil des années, et avant Adama, il y a eu de nombreuses victimes. Après Adama, il y en a eu encore d'autres. Donc on va encore être confronté à ce même type de répression sociale, de crime d'État. Et le fait qu'aujourd'hui nous soyons devant vous, bah, c'est une très bonne chose, parce que quand je vois les mots d'ordre de Woodstock, non au sexisme, non au racisme, non à l'homophobie, non à la négrophobie, à l'agisme et à toutes les autres formes familiales à la haine, je me dis, ben oui, les frontières sont effacées et on doit faire cet effort de continuer à être pédagogue, à partager nos expériences, à lutter en tenant les taureaux par les cornes, de manière à ce que les autorités se disent, il se passe quelque chose qui nous échappe. Effectivement, il se passe quelque chose qui leur échappe. C'est qu'on a pris conscience que si on ne fait pas les choses ensemble, quels que soient les kilomètres qui nous séparent, ben, on va encore galérer un long moment. Et ce qui se passe autour de la famille Traoré, c'est exemplaire. C'est exemplaire. Bon, je parle de la France. C'est qu'une famille a fait la démonstration en tenant tête à une autorité, à un gouvernement, à un système. C'est-à-dire qu'à travers les réseaux sociaux, la famille a répondu à des mensonges. Systématiquement. Et ce genre de démonstration-là, eh ben, on est dans l'obligation de le partager. On est dans l'obligation de faire en sorte que, faire comprendre aux gens surtout que les choses sont possibles. Assa l'a précisé tout à l'heure. Peut-être que la finalité sera une condamnation ou non. Mais la question de fond, c'est comment une famille qui n'a rien demandé se retrouve sous les objectifs du monde entier parce qu'elle a osé tenir tête à un système raciste. Il ne faut plus qu'on ait peur de le dire. Il ne faut plus qu'on ait peur de faire. Il faut plus qu'on... On ne doit même pas avoir cette réflexion à se dire, ou à se poser la question, est-ce qu'on doit vraiment se battre? Nous sommes obligés de prendre des armes. Attention, je ne parle pas des armes à feu. Tout à l'heure, on a parlé de savoir, on a parlé, voilà. On doit prendre les armes et de faire les choses ensemble. Et comme il me restait qu'une minute, je pense que j'ai dépassé... Là, j'en profite, elle est sortie. En tout cas, j'espère que, voilà, pour nous ça a été court, mais j'espère qu'on pourra continuer les échanges au-delà de cette table ronde. Et puis, ben, s'il y a des questions, on n'hésitera pas à y répondre. Et puis, s'il y a un pont à créer au niveau international, je pense que nous sommes partants. Même si on ne maîtrise pas l'anglais, mais je pense que voilà, ce qui compte, c'est la volonté
et l'effort de vouloir construire le pont. Voilà, merci à tous et bon. Que toutes les personnes de couleur peuvent participer à la construction de ce monde, à la construction de cette société, et que nous ne sommes pas les personnes exclues. Voilà, merci.